Bienvenue dans Soif de Sens, l'émission podcast et YouTube des citoyens badass. Chaque semaine, je reçois un ou une invitée qui change le monde pour t'aider dans ta quête de sens. Et aujourd'hui, on va parler de maternité et d'empowerment des femmes avec Clémentine. Salut Clémentine. Salut Pierre. On va parler de tabous, des galères, d'intimité aussi et des mille et une formes de maternité que moi je soupçonnais pas. Et aussi du coup de comment changer le système. Alors je te présente en 10 secondes. Donc tu es la créatrice du podcast Bliss Stories. Où tu partages des témoignages hyper puissants et intimes sur l'accouchement et la grossesse. Oui. Dans un contexte où clairement on est des analphabètes de, je sais pas comment on appelle ça, l'éducation maternelle quoi. Enfin... Oui, c'est un peu ça. Disons qu'il y avait un manque d'informations à combler. J'ai halluciné en écoutant ton podcast de découvrir les mille et une formes de maternité. Alors il y a toutes celles qui se passent bien où déjà tu rassures et tu déculpabilises toutes ces femmes, mais il y a aussi tous les cas plus compliqués. De GPA, de PMA, d'avortement, de prématuré, de famille recomposée, Enfin, il y a tellement de situations de dépression postpartum qui touchent 10 à 15% des femmes. Du coup, non seulement tu rassures et tu déculpabilises, mais en plus, donc là c'est la série éloge. Après tu pourras évidemment parler. Ça permet de favoriser la tolérance avec des épisodes, on va en parler avec deux papas et une maman contre l'homophobie. Ça permet de se protéger des violences médicales. Je crois que c'est ta mère qui disait on n'a qu'une fois son premier enfant. Alors comment ça se fait qu'en 2021 on soit aussi ignorant de qu'est-ce qui va se passer une fois qu'on arrive en salle d'accouchement? Comment ça se fait qu'on soit autant des quiches sur la maternité et la parentalité au sens large quoi. Oui, alors je te remercie de citer ma maman parce que c'est vrai que c'est une phrase très belle et très simple, mais qui mérite d'être dite et redite, je trouve, parce qu'on a tendance à l'oublier. C'est vrai qu'en fait, quand on tombe enceinte de son premier enfant, on s'apprête à vivre que des premières fois. Et ça, c'est quand même un concept particulier. Tu vois, à 25, 30, 35 ans, tu te retrouves à vivre que des premières fois. Puis c'est pas la première fois où tu manges un fruit exotique. C'est la première fois où tu donnes la vie, quoi. C'est un truc assez central. Écoute, aujourd'hui, j'ose espérer quand même que les femmes sont un peu moins ignorantes. Pourquoi ça n'arrive que maintenant, cette libération de la parole? Parce qu'on touche au plus grand tabou peut-être de la société patriarcale, c'est-à-dire que les femmes sont conditionnées depuis la nuit des temps pour enfanter dans la douleur, en silence. Et voilà, c'est un problème complètement générationnel. C'est-à-dire que tu remontes à des générations très récentes, c'est-à-dire de nos parents. Moi, ma mère, alors même si elle m'a dit cette très jolie phrase, elle ne m'avait pas donné tellement plus d'infos. C'est-à-dire que tout était très facile, il n'y avait pas de quoi en faire un sujet, en fait. Ou alors, quand c'est le cas, on n'en parle pas, quoi. Ou alors, quand c'est le cas, on n'en parle pas. Il y a cette fameuse charte de la confidentialité, si tu veux, comme le disait Florence Foresti dans un de ses sketchs, tu vois, les femmes, limite à la sortie de la maternité, c'est comme si on signait une clause de confidentialité, genre, bon, alors tout ce que vous avez vécu là, on est d'accord qu'on n'en parle pas. Parlez que du positif, ok. Voilà. On a besoin. C'est super, vous êtes heureuse, vous avez donné la vie, vous avez un bébé en pleine forme, joie, bonheur, sourire affiché sur le visage. Bon. Donc, si tu veux, les femmes, elles se disaient, ok, merde, donc j'ai pas le droit de me plaindre, je me sens mal, mais c'est pas normal. Toutes les nanas autour de moi sont au top et affichent un grand sourire. Toutes mes copines ont l'air plutôt heureuses. Elles ne m'ont pas du tout raconté ce qui s'est passé. Elles ne m'ont pas donné d'infos négatives. Donc, c'est que c'est moi. C'est que le problème vient de moi. Ouais. Et c'est ça qui est dramatique. C'est que du coup, ça isole terriblement. Ça culpabilise de fou. Ça culpabilise et la culpabilité isole et l'ignorance isole. Et s'il y a un vrai problème médical, tu peux en plus passer à côté, parce qu'une dépression, c'est pas rien, quoi. Ce que tu peux ressentir quand tu as vécu une fausse couche, même une fausse couche au bout de un mois, 2 mois de grossesse, c'est pas rien du tout. Ça peut être traumatisant. Et jusqu'à présent, on dit oui, c'est que ça fonctionne. Hein, t'as fait une fausse couche, donc c'est que ça marche. Donc voilà, tu vas recommencer et puis ça ira mieux la prochaine fois. Ça marchera la prochaine fois.
bah ouais, mais en fait là, ce que je viens de vivre, du coup, en fait, c'est pas cool du tout. Et en fait, ce bébé, bah du coup, je me suis projetée pendant 2 mois et T'as un deuil à faire, quoi. et il y a un vrai deuil à faire. Bon. Donc, si tu veux, tout ça, heureusement, est en train de remonter et d'être verbalisé. Et on est en train de poser clairement des mots sur les mots des femmes. Mais voilà, il y avait du boulot. Ouais. C'était important pour moi de t'inviter parce que, par exemple, on parle beaucoup d'écologie et pour moi, l'écologie, c'est protéger la vie sur Terre. Et donc, clairement, je suis hyper respectueux des personnes qui veulent pas d'enfants pour des raisons écolo ou qui peuvent pas pour des raisons de santé ou peu importe. Et en même temps, bien sûr que ce qui m'intéresse, c'est de montrer ce qu'il y a de plus humain chez l'être humain avec des gens qui rayonnent comme toi. Et du coup, c'est sûr que donner la vie, c'est quand même quelque chose de profondément humain et intime et qui en plus t'interroge énormément sur c'est quoi le sens de la vie, quoi, dans une émission qui s'appelle Soif de sens. On va en parler. Quand tu es enceinte, du coup, tu peux vachement souffrir de solitude et d'isolement, alors que justement, il y a non seulement plein d'autres femmes qui l'ont vécu, qui peuvent te faire sortir de cet isolement, mais tu as aussi plein de solutions, de moyens d'agir, de recours médicaux qui existent. Et c'est là que je trouve ça hyper puissant de raconter ces histoires. Moi, j'écris depuis que je suis au collège et je trouve ça vraiment thérapeutique. Donc, ça peut être à l'écrit, mais aussi effectivement au micro d'un podcast, par exemple. Est-ce que toi, j'imagine que c'est évidemment le cas, mais tu as des histoires à nous raconter de femmes pour qui ça a été thérapeutique de témoigner à ton micro? J'ai envie de te dire toutes, ouais. Sans exception. C'est-à-dire que dès le départ, dès les premières interviews que j'ai faites il y a 3 ans, en fait, j'ai démarré avec un peu mes cobayes, qui étaient une de mes meilleures amies et une de mes cousines, qui avaient toutes les deux eu, je le savais, des histoires... rocambolesques. Ouais, des histoires en tout cas qui méritaient d'être racontées, selon moi. Et tu vois, ce qui est fou, c'est que je les connaissais, ces filles. Je connaissais leurs histoires comme ça, dans les grandes lignes. On se connaissait personnellement très bien. Tu croyais que tu connaissais. Et voilà, je croyais que je connaissais tout. Et évidemment, elles ne m'avaient pas tout raconté. Mais même, en fait, dès le départ, avec elles, elles m'ont fait ce retour qui est... c'est fou, en fait, ce que je t'ai dit là. Je crois que je ne l'avais jamais dit à personne. Et en fait, cette phrase, elle est dite quasiment... à chaque fois, c'est-à-dire que les femmes qui partent de chez moi à la fin, quand on se dit au revoir, machin, ou même dès que j'arrête l'enregistrement, tu sais, il y a un temps de... Attends, qu'est-ce qui vient de se passer? Qu'est-ce qui vient de se passer? On se Alors regarde. On parle du moment le plus important de leur vie, potentiellement, quoi. Et puis, ou même, tu sais, c'est parfois des histoires qui datent un peu. Et donc, quand tout ressort, à chaque fois, elles me disent, écoute, vraiment, je t'ai dit des choses que je n'avais jamais dites. Et ça m'a fait un bien fou de te dire tout ça et d'en parler ou d'en reparler. Et pour moi, c'est bon, ça veut dire que l'interview, déjà, s'est bien passée. Ouais. Ça veut dire que ça lui a fait du bien. Donc, en général, ça va faire du bien aux milliers d'auditrices qui l'écouteront. C'est complètement thérapeutique pour tout le monde, pour celles qui parlent et pour celles qui écoutent. On en parlait avec Lorraine Bastide sur le féminisme et la prise de parole des femmes dans l'espace public. Et je trouve ça en dit long sur... elle parle d'invisibilisation des femmes, à quel point si la chose la plus importante ou une des choses les plus importantes dans la vie d'une femme, c'est autant tabou, ça en dit super long, quoi. Ouais. Et tu peux nous dire vite fait les histoires de tes... Je sais plus si c'était ta sœur et ta cousine, du coup, je crois qu'il y en a une qui a accouché en mode express. Il y en a une qui a accouché en 1 heure de son premier enfant, ce qui est quand même assez rare. Oui. Parce qu'en général, on s'attend à un accouchement très long pour son premier enfant. Ça peut mettre des heures, voire des jours à sortir. Et l'autre, elle a fait un bébé toute seule. Bon, pas par choix, hein, mais disons que elle s'est séparée de son conjoint pendant sa première grossesse. Et elle a fait un bébé en fait avec un homme qui ne voulait pas d'enfant et elle a décidé de le garder malgré tout. Et les deux m'ont vraiment confié ça comme un trésor sans vraiment savoir où ça allait aller. Elles m'ont vraiment fait confiance. Oui. C'était un très beau cadeau d'ailleurs. Franchement, je les en remercierai jamais assez. Et aujourd'hui, quand elles voient les centaines d'épisodes qui les ont suivis, je leur dis, vous avez ouvert la voie et c'est merveilleux parce que vos témoignages ont donné envie aux autres ça demande du courage de témoigner. Ça demande beaucoup de courage. Comme ça. Et je peux en témoigner moi-même parce que je me suis prêtée à l'exercice au bout de... T'as mis du temps un peu quand même. Oui, j'ai mis du temps, j'avoue.
Si la PMA et la GPA sont aussi mal connues en France et peu défendues, c'est aussi parce qu'on leur donne très peu la parole. Et on en parlait par exemple avec Alice Coffin, qui est une militante lesbienne, à quel point, bah oui, la maternité, ça peut être politique, parce que bah, elle, comme ça fait 8 ans qu'elle attend qu'il y ait la PMA en France, bah du coup, là, elle peut plus faire d'enfant, maintenant, elle est trop vieille. Et toi, dans un épisode de Bliss, du coup, il y a un épisode magique, je trouve, avec deux papas qui vont chercher une mère porteuse au Canada, parce que c'est illégal en France, ce qui est absurde. Il y a plein d'autres pays qui sont vachement en avance sur nous. Ouais. Et je trouvais que l'histoire était incroyable, parce que du coup, cette femme, maintenant, fait vraiment partie de leur vie, quoi. C'est pas une mère anonyme. Et même là, du coup, ils ont voulu faire un deuxième enfant avec la même mère porteuse. Ce qui, déjà, dans la tête d'une personne homosexuelle, tu te dis, jamais c'est possible. Et en fait, c'est même elle qui leur a dit... Non, mais en fait, c'est elle qui leur a proposé, qui leur a dit... Ouais. Je crois que si vous le faites avec quelqu'un d'autre, je serais jalouse, en fait, donc... Je serais hyper vexée. Ouais. C'est clair. Et ils viennent d'avoir leur deuxième enfant, là. Ah, trop bien. Ouais. Ils ont une petite fille, là, il y a 2 mois. Donc oui, c'est vrai que c'est une histoire complètement magique, je suis d'accord avec toi. Et de voir à quel point des liens non maternels, et pourtant, quelque part, c'est cette femme, Heather, elle s'appelle, qui est donc leur mère porteuse, effectivement, a une place. Alors, c'est une place, c'est pas une place de maman, certes, mais elle a une place dans la vie de cet enfant, là, en qui tout est cas au courant l'aîné, qu'elle existe, ils lui ont raconté qui est au courant l'histoire. qu'elle existe, qui a des albums photos avec des photos d'elle, et ce sera le cas pour leur petite fille aussi. Enfin, c'est incroyable en fait de réinventer à ce point-là le schéma archaïque de la famille. C'est marrant que tu parles de cet épisode parce qu'il y en a un autre sur une autre histoire de GPA, alors pas au Canada mais aux États-Unis, d'un couple d'hommes, pareil. Imagine-toi que la mère porteuse et la donneuse étaient toutes les deux là à leur mariage, par exemple. Tu vois. Donc, c'est des femmes qui sont non seulement pas anonymes, mais qui font clairement partie de leur vie, quoi. Et donc, tu as une photo du couple de ces deux hommes qui ont trouvé ces deux femmes la mère porteuse a eu des jumeaux en plus. Donc, il y a les petits jumeaux, la mère porteuse, la mère donneuse, et c'est ce couple d'hommes au milieu, et c'est une famille. Et leur histoire est magnifique et tu écouteras l'épisode. J'espère qu'il te plaira autant que celui de Seb et Julien. Mais c'est vrai que c'est des schémas familiaux à qui il faut donner la parole et pour lesquels il faut continuer de se battre parce que rien n'est gagné, loin de là. Et là, bon... Je trouve ça génial parce qu'à la fois, ça met la lumière sur le fait que ça coûte un bras, c'est pas donné à tout le monde, c'est hyper compliqué, hyper épuisant et... Enfin voilà, c'est vraiment une aventure, la GPA ou la PMA. Et en même temps, je me dis, ça se trouve, il y a des couples homo ou lesbiens qui écoutent cet épisode qui n'avaient même pas envisagé ou pas de manière réaliste que c'était possible en fait pour eux. Bien sûr. Enfin, moi, c'est ce qu'ils m'ont tous dit. Quand tu es en couple avec un homme ou avec une femme et que tu te dis, OK, on a envie de faire un bébé, c'est comme si tu te retrouvais au pied d'une montagne. Tu ne sais pas par où prendre le truc. Ouais. Si tu n'as pas un exemple proche de gens qui l'ont fait, tu peux perdre des mois à trouver les bonnes infos, à avoir le bon contact de la bonne association qui va t'aiguiller vers les bonnes cliniques au Canada ou aux États-Unis. Tu perds un temps fou. Là, si tu veux, c'est des accélérateurs, ces témoignages, c'est des accélérateurs de vie aussi. C'est tout d'un coup... on te donne les outils. Après, t'en fais ce que tu veux. Mais en tout cas, t'as le bon numéro, t'as le bon mail, t'as le bon site. Et puis après, vas-y, vis ta vie. Ça, moi, ça me rend dingue, en fait, tu vois, tu parlais de Alice Coffin, qui aujourd'hui se retrouve avec un âge trop avancé pour pouvoir le faire. Ça me rend dingue, en fait. Je trouve ça injuste, voilà. D'autant plus qu'effectivement, je découvre avec elle ou avec toi à quel point... il y a plein de pays qui sont trop en avance. Et voilà, au Canada, je crois qu'il disait que sur l'acte de naissance, il y avait les noms des deux papas. Alors qu'en France, jamais, il n'y en a qu'un et il faut que l'autre puisse adopter, mais qu'au bout de 6 mois, et c'est quand même assez compliqué administrativement. Avec des auditions par la police et tout. Hein. Enfin, c'est qu'on n'est pas, tu vois, c'est très compliqué, c'est très long.
C'est comme le don d'ovocytes, par exemple. Tu sais, Ouais. Trop bien, je voulais en parler. Tu voulais en parler? Vas-y. Non, parce que c'est aussi un des épisodes qui moi, dont les retours me bouleversent le plus, parce que le don d'ovocytes, en fait, pour le coup, est possible en France, Oui. et accessible à toutes les femmes qui voudraient le faire. Oui, jusqu'à un certain âge, je crois que c'est 37 ou 38 ans. Et donc, tu peux donner n'importe quelle femme peut donner ses ovocytes pour en faire bénéficier d'autres qui auraient des problèmes à concevoir. Et c'est pas forcément, pardon, je te coupe, mais c'est pas forcément pour un couple homo. Il y a énormément de couples infertiles ou... Absolument. Donc, si tu veux, ce don d'ovocytes qui est à la portée à peu près de toutes, qui nécessite un petit traitement et effectivement cette ponction, mais qui est vraiment peu invasive et qui peut tellement, à l'inverse, faire, pour le coup, changer des vies. Ouais. J'ai fait un épisode sur donc une femme qui a décidé de donner ses ovocytes après avoir fait 2 enfants, et elle explique pourquoi elle a voulu faire cette démarche et tout. Et cet épisode a résonné incroyablement, vraiment auprès de beaucoup de femmes, et je reçois très régulièrement des messages de femmes qui me disent grâce à cet épisode, j'ai fait le don d'ovocytes. Donc souvent elles m'envoient des selfies avec leur papier d'attestation de don d'ovocytes et tout. Elles me disent, tu peux pas savoir à quel point ça me fait du bien de me dire que je vais aider des couples à concevoir. On a cette capacité en nous, c'est comme un don du sang. On donne. C'est un peu différent quand même, mais... Effectivement, un peu plus invasif. Mais... Ah non, je pensais plus en termes de... Ah oui. de questions psychologiques que ça pose. Où, effectivement, je trouve ça fou qu'en France, on parle beaucoup du don du sang, d'organes, de moelle osseuse, etc. Et c'est trop bien. Mais moi, j'avais jamais vraiment pensé... alors, le don de sperme, je crois que c'est pas légal en France, mais au don d'ovocytes. Et je sais que moi, je ne serais pas capable de le faire parce que psychologiquement, me dire que quelque part, il y a un enfant dont je suis le père biologique, mentalement, c'est... Voilà. Mais je trouve que c'est un acte d'un altruisme. Je trouve ça magique, quoi. Ouais, complètement. Comme tu dis, ça pose plein de questions faut pas le faire à la légère, quoi. éthiques, métaphysiques, philosophiques, évidemment. Mais à partir du moment où on est aligné avec cette envie-là, de savoir que c'est possible et que c'est possible légalement en France, il y a beaucoup de gens qui n'avaient pas cette info, quoi. Alors les femmes culpabilisent énormément de, entre guillemets, pas être des bonnes mères, en tout cas selon elles. Donc ça peut aller effectivement de ton bébé qui pleure trop à... si tu fais un avortement, forcément que ça peut être hyper dur de vivre avec. La culpabilité, c'est un truc que tu combats énormément dans ton travail. Qui fait culpabiliser les mères? Est-ce que c'est les mères elles-mêmes? Est-ce que c'est leur entourage? Est-ce que c'est les pubs? Est-ce que c'est le patriarcat? Eh bien, écoute, c'est un peu tout ça à la fois, j'ai envie de te dire. Oui, non, mais la culpabilité, c'est vraiment le dragon à combattre, hein. Elle vient de tout ce que tu viens de citer, effectivement, des pubs, d'Instagram, énormément. Instagram a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de dégâts auprès des mamans, je pense, parce que tous ces comptes merveilleux avec des photos sublimes de mamans en pleine possession de leurs moyens, de leur beauté, de leur jeunesse, de leur décoration d'intérieur, de leur bébé ultra looké et tout. C'est des trucs qui sont ultra culpabilisants. Et comme on est sur Instagram toute la journée et qu'on voit défiler ça toute la journée, c'est des images qui s'imprègnent, qui impriment nos cerveaux et qui nous renvoient à notre loose intersidérale de nana lambda, quoi, tu vois. Sauf que toutes ces meufs qui font des photos sublimes sont complètement normales et sont aussi de la loose à plein d'endroits et sont loin d'avoir des intérieurs nickel tout le temps. Elles ont ça, tu vois, un mur. Il suffit d'un mur. Hein. Mais de l'autre côté, là, c'est le bordel. Il suffit d'un mur. Mais alors, si vous voyez là,
Donc voilà, donc moi je trouve que Instagram a vraiment fait du mal. Évidemment, malgré le fait qu'il y ait des super équipes, le personnel soignant a parfois quand même des grosses lacunes. Mais c'est parce qu'ils sont pas formés, c'est ça le problème. C'est que on leur a pas expliqué non plus à certaines sages-femmes ou à certaines infirmières puéricultrices que bah voilà, quand tu vois une mère qui galère pour allaiter le lendemain de son accouchement, tu lui dis pas forcément oui bah c'est pas grave, passez au biberon parce que là clairement vous y arrivez pas et puis votre bébé il s'affame donc non, en fait, tu l'accompagnes, tu l'aides. Si tu sens qu'elle a vraiment envie d'allaiter, bah, tu vas prendre le temps. Mais ce temps-là, elles en manquent, évidemment. Tout comme les violences obstétricales, qui a été aussi un épisode très, très fort. Voilà, en l'occurrence, là, mon invité parlait d'expression abdominale. L'expression abdominale qui est ce geste d'appuyer sur le ventre pour, soi-disant, faire sortir plus rapidement le bébé, ce qui est complètement faux. Mais ça, pareil, c'est des problèmes. C'est illégal en France. Et c'est proscrit par l'OMS. Okay. Mais c'est il y a une pas... zone de flou. Bah, oui, il y a une zone de flou. C'est ça le problème. C'est que la personne qui fait ça, elle va pas être mise en examen. Alors que ton invité a failli mourir, quoi. Alors qu'elle a clairement mis en danger de mort... la personne qui l'a fait a clairement mis en danger de mort mon invité. Donc, et pareil, ça c'est parce que le personnel soignant n'est pas formé au fait que c'est ultra dangereux. Et les femmes qui subissent ça se disent bon bah ça doit être normal, donc je vais me taire et puis je vais rentrer chez moi, je vais souffrir atrocement, mais c'est moi qui ai dû merder quelque part où j'ai voilà. Et reculpabilité et machin. Heureusement, sur Instagram, il y a beaucoup de comptes et ça, je suis admirative de toutes ces femmes qui osent se montrer justement dans des intérieurs moins glamour, dans des apparats moins sexy, qui osent montrer leur corps en postpartum et tout. Ça, c'est extraordinaire le boulot qui est fait aussi par ces femmes-là, tu vois, de montrer, de montrer des vergetures, de montrer un ventre un peu flasque. C'est la vérité, quoi. Tu vois, moi j'ai 42 ans, je pense que aujourd'hui les filles de 20 ans seront beaucoup mieux, se sentiront quand même beaucoup moins jugées, beaucoup moins jugées dans leur corps. Pour parler d'un autre sujet très léger, j'ai découvert avec toi que la dépression postpartum. Tu dis postpartum. Oui, je sais pas comment. Okay. Non, alors moi je dis postpartum, mais peut-être. Non, mais ça doit être ça. J'ai hésité au moment où je l'ai dit. Mais ça touche 10 à 15% des femmes. Et ouais, je me dis, mais comment est-ce que tu veux être prise en charge correctement si tu sais même pas que ça existe, quoi? Oui, absolument. Le problème de ce qui se passe après l'accouchement, donc ce fameux 4e trimestre, qui est une vraie période à prendre en compte, il est très peu connu parce que, comme je te disais, tu t'accouches, tu es censée être heureuse avec ton bébé. Et puis tout d'un coup, tu es dans la sphère privée alors qu'avant, tu étais entourée jour et nuit de médecins. Tu n'es plus entourée par les médecins. Alors, ce qu'il faudrait faire, idéalement, c'est justement que le suivi médical se transforme en suivi médico-psychologique et que les femmes soient accompagnées par des psys ou par des auxiliaires de puéricultrices, par des sages-femmes qui viennent leur rendre visite, mais que ce soit obligatoire en fait, et qu'elle n'ait pas le choix. Parce que tu sais, quand tu rentres chez toi, t'es prise dans une espèce de tourbillon de to-do, de visites, de rendez-vous chez le pédiatre, de courses à faire, de machines à faire, de sommeil à rattraper. Et en fait, tu t'occupes pas de toi. Les femmes ne s'occupent plus d'elles. Après avoir passé 9 mois à être chouchoutée, à être a priori le centre du monde, là, tout d'un coup, c'est le bébé qui est le centre du monde. Donc elles sont complètement reléguées au second plan. Donc, il faut un peu leur forcer la main pour accéder justement à comment ça va. Comment tu vas, toi? En fait, c'est une question toute bête et pourtant, elles sont nombreuses à s'effondrer en larmes quand, au détour d'un rendez-vous PMI ou d'un rendez-vous chez le pédiatre ou avec une copine, quelqu'un leur dit « Comment ça va, toi ?» Là, en général, elles s'effondrent. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, on leur a jamais posé la question depuis qu'elles ont accouché. Donc voilà, donc il faudrait, mais je sais que c'est en train d'être mis en place et c'est tant mieux, des visites, si tu veux, obligatoires de ces accompagnants pendant le postpartum. Pour certaines, il suffira d'1 ou 2 visites. Pour d'autres, il faudra peut-être plus. Mais ce qui est
quand même rassurant, c'est qu'en général, c'est quand même des moments qui ont une fin, dans le temps, qui sont limités dans le temps. Pour les femmes qui le vivent, ça semble une éternité. C'est-à-dire que chaque jour... Peut-être que tu vas jamais aimer voilà, ton enfant. T'en vois pas la fin. Forcément, t'as peur. Sur le moment, t'en vois pas la fin. Mais on sait quand même que c'est des moments qui peuvent durer. Alors, t'as le baby blues qui est quand même assez court. Quand ça se transforme, quand ça dure, tu peux dire que c'est une dépression postpartum. La dépression postpartum, effectivement, elle peut durer 1 an. Elle peut même durer plus parfois. Ça peut vraiment, quand tu as un accouchement très traumatique, que tu n'as pas réussi à tisser du lien avec ton bébé, ça peut être très long. Mais il y a des solutions. Et ça, faut pas hésiter. Moi, on le dit tout et on le rabâche, mais voilà, il faut pas hésiter à aller parler. Il y a des cercles de parole qui sont proposés de plus en plus d'ailleurs dans les maternités, et ça, c'est très bien. Pour les femmes qui vivent des fausses couches ou pire, des deuils périnatales. Ça aussi, le deuil périnatal, c'est un sujet... alors là, c'est le tabou dans le tabou, quoi. Oui. Tu vois, là, c'est tu le viens truc, de donner la vie et voilà, il vient de mourir. on atteint vraiment ce qui se fait de pire. Pareil, il y a des cercles de parole, il y a des groupes qui sont à l'écoute de ces femmes-là. Et mon Dieu, comme ça fait du bien de parler à ses semblables, en fait. C'est tout simple, c'est juste ça. Mais ça existe, quoi. Et donc ça, voilà, moi je relaie, enfin je suis pas du tout la seule évidemment, mais on relaie un maximum toutes ces associations et tous ces groupes qui font un boulot dans l'ombre monumental. Ouais. On croit forcément qu'on va tomber amoureux à l'instant où on voit son enfant, et ça peut être le cas. Mais de savoir qu'en fait, il y a plein de gens pour qui ça arrive quelques mois plus tard. Bien sûr. Pareil, je trouvais ça hyper rassurant. Ok, c'est bon. Si tout d'un coup, là, il n'y a pas un truc de fou qui se passe pendant les 5 premières secondes. Mais ouais. En fait, elles attendent tout le coup de foudre. Parce que c'est la seule histoire qu'on raconte. Parce que c'est la seule histoire. T'es censé voir ton bébé arriver. Et puis, voilà, c'est ce moment suspendu de la naissance où tu mets tes yeux dans les siens et où t'es censé, évidemment, avoir le coup de foudre. Bon. Mais loin de là, ça peut mettre... Oui, toi, tu disais au début, tu trouvais qu'il était moche, ton enfant. Ah bah oui, non mais c'est vrai. Alors, tu peux le trouver moche, tu peux au-delà de ça, avoir un vrai... pas rejet, mais une petite distance, de dire oh là là, j'ose pas le toucher, je vais le casser, je vais lui faire mal, je sais pas comment m'y prendre. Ouais. Et puis, tu peux aussi accepter que pour toi, le nourrisson a peu d'intérêt. Et que, en fait, ça t'intéresse à partir du moment où il y a une interaction, tu vois, au bout de quelques mois. Et c'est pas grave. Ouais. C'est OK. Ça veut pas dire que t'es un mauvais parent. Mère, c'est juste que... Et ça veut pas dire que tu vas pas bien t'occuper de ton enfant. C'est juste que pour toi, personnellement, tu préfères quand ça gazouille et quand il va répondre à tes sourires, quoi, tu vois. Mais... tout va bien. Les mères qui n'avaient pas ce coup de foudre se flagellaient en se disant mais mon Dieu, mais je suis un monstre. Je suis un monstre. Ça peut vraiment te bouffer les tripes et le cerveau, quoi. Ça peut être d'une violence inouïe. Parce que ces femmes-là, en général, elles n'en parlent à personne. Mais vraiment à personne. C'est-à-dire même pas à leur conjoint. T'as une honte qui est extrêmement... forte et c'est la honte ultime, je crois. Parce qu'en parler et se faire juger, ça peut être aussi ultra violent, quoi. Si tu vas encore plus loin que ça, il y a même un autre sujet qui est ultra violent peut-être à verbaliser et à accepter, à conceptualiser, c'est le regret maternel, tu vois. Et ça c'est aussi, ça existe. Il y a des femmes qui disent aujourd'hui, en fait, moi, tu sais quoi, je préférais ma vie d'avant. D'accord, ok. Le regret d'être mère, en fait, tu vois. Des femmes qui se sont senties un peu obligées de faire un enfant par convention sociale, voilà, parce que c'était la suite logique. Mais en fait, elles auraient préféré assumer le choix que pour elles, être mère, c'était pas forcément, tu vois, leur délire, quoi. Enfin, en tout cas, c'était pas un aboutissement en soi de leur vie. Et j'ai fait un épisode avec une femme incroyable qui a lancé un compte, justement, qui s'appelle Le regret maternel. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'elle n'aime pas son enfant. Pas du tout.
Elle est fan de ses mômes. Elle en a même fait 2, tu vois. Elle est fan de ses enfants. C'est une mère hyper présente, hyper aimante et tout. C'est pas le sujet. Ouais. Le sujet, c'est, voilà, il y a des moments où je me dis que ma vie d'avant, elle était cool aussi. Et voilà, je l'ai fait, c'est super, je suis contente d'être mère, mais il y a quand même un petit truc en moi qui fait et de le verbaliser, en fait, ça fait un bien fou à tout le monde. Effectivement, j'avais interviewé Lorraine Bastide pour qui donne aussi la parole aux femmes sur son podcast La Poudre. Lorraine, notre gourou à toutes. Je crois que toutes les femmes qui sont dans cette émission sont passées sur son podcast, donc clairement je vous recommande. Et pour qui elle dit, dire je, pour elle c'est politique. Pour toi, est-ce que l'intime est politique ? Clairement. En fait, moi, j'ai jamais été très politisée, mais de fait, tous les sujets quasiment tous les sujets qui sont abordés dans le podcast ont une résonance politique et sont des sujets brûlants en ce moment au ministère de la Santé. Le sujet du congé paternité en est un très bon exemple. C'est sûr qu'il n'y aurait pas autant de charge mentale et de dépression postpartum s'il était obligatoire, s'il était beaucoup plus long qu'il a été rallongé un peu. Là, exactement. On parlait d'accompagnement psychologique. Pareil, ça, c'est des mesures qui peuvent et qui vont être mises en place par nos dirigeants politiques. Donc forcément, on est liés et c'est formidable que ces voix de femmes arrivent jusque sur le devant de la scène politique. Parce que finalement, moi, je me suis rendu compte, effectivement, au fur et à mesure de mes interviews, que ça avait un impact et que je pouvais même être consultée, tu vois, parfois par des politiques ou par des groupes de parole ou des commissions, exactement. Bon, du coup, ça me fout encore plus la pression. Mais c'est pas grave. Après, mais c'est une vraie responsabilité. Oui. Voilà. Donc, mais tant mieux. Enfin, moi, ça me va de l'endosser, cette responsabilité-là. Il n'y a pas de problème. Et puis, je suis pas toute seule. Heureusement, on est très nombreuses et nombreux. Donc voilà. Mais c'est vrai que ces témoignages que je recueille en one-to-one dans mon salon aussi, tu vois, comme toi, et qui sont des vrais moments d'intimité, d'émotion, de souvenirs, voilà. Eh ben, ils se retrouvent à être discutés dans des commissions, dans des groupes de parole politique et tout. Donc, le lien, la passerelle, elle est évidente. Aujourd'hui, il y a une vraie communauté d'entraide autour de Bliss, donc il y a un podcast, mais aussi tout un projet autour. Est-ce que tu as des histoires à nous raconter au sein de cette communauté, de l'impact que ça a pu avoir ? Combien me disent, grâce à cet épisode, j'ai pu discuter avec mon amie, ma sœur, ma belle-sœur, qui avait vécu ça. Et grâce à ce que j'ai entendu, j'ai pu trouver les bons mots. Tu vois, par exemple, sur une fausse couche, sur un deuil. Ce qui est fou aussi, alors ça, c'est pour moi, mais c'est la cerise sur le gâteau, c'est quand j'ai des soignantes, donc des gynécos, des sages-femmes, des anesthésistes, qui m'écrivent, parce qu'il y en a beaucoup, il y a beaucoup de personnel soignant qui m'écoutent, et je suis tellement honorée à chaque fois que j'ai des retours d'eux, qui me disent, grâce à ce témoignage, la patiente que je suivais, et voilà, en fait, j'étais passée à côté de son histoire, et grâce à cet épisode, j'ai pu revenir vers elle et au rendez-vous suivant, aborder son histoire différemment et trouver les bons mots. Et merci en fait de m'avoir donné ces outils-là pour mieux aborder cette patiente. Alors là, tu vois, c'est extraordinaire. Donc moi, je suis... à chaque fois, vraiment, c'est très, très, très émouvant. Oui, il faut avoir un stock de larmes. Non, mais laisse tomber. Que ce soit les invités, toi, ou même quand on écoute, faut se préparer à pleurer. Il y a beaucoup, beaucoup d'émotions. Mais tu vois, ça, c'est la plus belle récompense, en fait, d'avoir des soignants qui utilisent aussi ces témoignages comme des outils même pour mieux diagnostiquer aussi, j'imagine. Pour mieux diagnostiquer, pour mieux accompagner. L'endométriose, bien sûr. Enfin, tout, quoi. Tout est sujet. Je sais pas comment te dire. Voilà. Plus on parle et plus je trouve ça vraiment fou à quel point t'imagines la maternité comme un truc
d'un bloc homogène, monolithique, et qu'en fait, t'as vraiment Oh là, non. un éventail avec tellement de nuances et de cas particuliers et de choses qui font exploser tes schémas mentaux. Voilà, par exemple, si tu as un géniteur ou une PMA ou une GPA, quel rôle tu donnes aux parents donneurs ou à la mère porteuse. Et du coup, c'est quoi être parent? Est-ce que c'est génétique? Est-ce que c'est le fait d'éduquer? Est-ce que c'est autre chose? Enfin, ça pose tellement de questions sur la vie, quoi. Ouais, exactement. Ouais. oui. C'est parfois, tu sais, je sors d'interview parfois et je suis dans un état complètement flottant, tu sais, parce que je me suis pris une telle claque en fait de trajectoire de femme où t'es là, mon Dieu, mais cette femme a vécu un truc tellement dingue. Tu vois, je pense à un épisode là récent sur l'excision. Tu vois, bon, c'est un sujet. Moi, j'ignorais franchement 80% de ce que c'était que réellement en fait d'être une femme excisée. Tu vois, il y a très peu de témoignages là-dessus. Et au-delà d'être une femme excisée, qu'est-ce que c'est que de tomber enceinte et de porter un enfant et d'accoucher quand tu as été excisée? La parole est complètement muette là-dessus. Et là, cette femme, Assatou, qui a eu la générosité... Pardon, je parle trop. Non, je check de temps en temps. Cette femme, Assatou, qui a eu la générosité de me raconter son histoire dans le détail, franchement, ça a été une énorme claque, tu vois. Et justement, à la suite de cet épisode, j'ai pas mal de soignantes, de gynécos qui m'ont dit... merci parce que justement, voilà, moi j'ai pas mal de patientes excisées et je sais jamais vraiment comment aborder le sujet, je sais comment elles le vivent et tout. Et grâce au témoignage d'Assatou, j'ai pu... tout simplement, elles les regardent autrement, tu vois, je pense. Oui. Et puis, c'est presque du body language, en fait, la manière dont elles vont s'adresser à elles, dont elles vont peut-être poser une main sur leur épaule ou avoir un mot, ça va changer la consultation, en fait. Ça va changer la tournure. Voilà. C'était ma petite anecdote supplémentaire, mais qui mérite, je pense, d'être dite aussi, parce que l'excision, ça concerne quand même, malheureusement, encore des milliers de femmes en France. Ouais. Ok. Pardon de plomber l'ambiance. Bon, c'est sur un sujet complètement différent et qui n'a pas à voir avec la maternité, mais en préparant ton interview hier, donc j'étais chez le dentiste pour un détartrage des dents, parce que je me marie la semaine prochaine. Mais félicitations. Merci. Et bref, c'est pas du tout le sujet, mais j'étais en train d'écouter une interview de toi, et tu parles beaucoup de tes deux petites sœurs jumelles, dont une, tu dis, qui bosse dans l'entrepreneuriat social. Oui. Et là, j'étais sur mon téléphone et je vois ta tête sur la miniature et je me dis... Mais non. Elle ressemble quand même vachement à Adèle, qui est du coup une connaissance qui a cofondé Ticket for Change. Et 2 secondes après, tu dis, d'ailleurs, elle a cofondé une entreprise qui s'appelle Ticket for Change. J'étais là, mais non. Alors, c'est complètement ma sœur, oui. C'est une de mes sœurs jumelles. Donc, elle a une jumelle. Et ouais, c'est marrant parce que toi, tu as un lien aussi avec Ticket, c'est ça? Alors, Ticket, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est pour faire simple, un programme d'accompagnement d'entrepreneurs sociaux. Exceptionnel. Grave, carrément. Avec une équipe incroyable. Et oui, moi j'ai fait partie de la 2e promotion. Ah mais oui, c'est ça, t'as été une pépite. Oui. Une pépite Ticket. C'est ça. Et une des premières interviews sur ma chaîne YouTube, c'est avec Mathieu, du coup, cofondateur de Ticket. Donc ceux qui sont là depuis le début savent, mais c'est trop drôle. Incroyable. Ah ouais, Mathieu, oui, que je connais très bien. Le grand Mathieu, ouais. Oui. Voilà, ils sont trop forts. Si vous ne connaissez pas, allez-y. Ouais, allez voir ce qu'ils font. Pour toi, est-ce que tu as observé à quel point partager une information sans filtre, ça peut changer des vies? Changer des vies, clairement, oui. Le savoir, c'est le pouvoir. Ouais. Donc, à partir du moment où tu as des informations, tu peux être actrice. Parce qu'un accouchement, c'est quand même un événement ultra douloureux. Et du coup, ça peut à la fois être magnifique et à la fois ouvrir la porte à des violences ou des traumatismes. Voilà. Et du coup, c'est vraiment le côté d'empowerment parce que tu peux être très... spectateur en tant que parent et spectatrice en tant que mère, alors que c'est un événement central de ta vie et qui a des conséquences énormes pour ta famille et potentiellement tout ton entourage. Et pour l'enfant que tu mets au monde aussi. Oui, évidemment. Ouais.
Et du coup, de pouvoir donner l'information pour se réapproprier, effectivement, ses choix de grossesse, son corps, ses transformations, c'est tout ce qui se passe dans ta tête aussi, parce que voilà, c'est aussi Oui, c'est un chamboulement autant physique que psychologique et émotionnel. Donc ça aussi, c'était une partie du dossier, si tu veux, qu'on n'avait pas il y a quelques années encore, ouais. ou en tout cas qu'on ne considérait pas. Oui, et que le corps médical n'adresse pas. Oui, c'était voilà, bon, vous avez accouché, bravo madame, vous rentrez avec votre bébé, et puis bisous, au revoir. Et voilà, c'est tout. Or, le concept, pareil, du 4e trimestre, si tu veux, de l'après, du postpartum, c'est pareil, c'est quelque chose de monumental qu'il faut considérer et sur lesquels, et c'est un moment de vie sur lequel les femmes étaient très très mal informées et qu'elles subissaient. Voilà, qu'elles subissaient en silence. Tu vois, dans les messages que je reçois aussi beaucoup, c'est ces femmes qui préparent justement leur retour à la maison, tu vois, et qui savent que ça va être vénère, que ça va être dur, qu'elles vont pleurer, qu'elles vont avoir des hormones qui vont faire ça. Donc, à partir du moment où elles le savent, elles l'identifient tout de suite. Et j'ai les outils, du coup, pour réagir par rapport à ce truc qui me surprend, en fait. Justement, je sais pas si tu étais un peu surprise que je t'invite, ou est-ce que toi, tu perçois toi ou ton travail comme quelque chose de militant ou de féministe ? De toute façon, à partir du moment où tu décides de donner la parole, a priori qu'à des femmes, parce que quand même 90% de mes invités sont des femmes, 98 peut-être même, oui, je pense. Forcément, il y a une démarche féministe qui s'est affinée avec le temps et mon propre apprentissage. Et évidemment, quand tu t'imprègnes en fait de tous ces récits, ton curseur féministe, il ne peut que, tu vois, aller dans le rouge, quoi, parce que c'est édifiant, en fait, ce que vivent les femmes et ce qu'elles subissent et ce que souvent, on est entre les deux, le corps médical, leur fait vivre. Donc, je réagis beaucoup plus au quart de tour sur plein de trucs. Donc, ça, en général, c'est un signe. C'est sûr. Pour cette dernière partie, l'émission s'appelle Soif de sens. Toi, qu'est-ce qui donne du sens à ta vie ? Eh bien, ce qui me fait me lever tous les matins, au-delà du bonheur de faire des câlins à mes enfants, c'est honnêtement, enfin voilà, c'est toute cette aventure, la Bliss. Je te cache pas que ça a clairement bien nourri cette quête de sens que je cherchais il y a 3 ans. Non pas que ma vie n'avait pas de sens, je peux pas te dire ça, j'étais pas non plus dans un désarroi absolu, mais il y avait un endroit en moi qui me disait, qui me chuchotait, tu peux te rendre plus utile que ce que tu fais là, que ce que tu as fait jusqu'à présent. Et puis voilà, cette petite voix, elle a grandi, et elle est devenue, en fait, elle est passée en priorité. Donc un jour, il a fallu que j'agisse. Et on parlait de Ticket for Change, et je le dis souvent parce que c'est vrai, en fait moi toute cette aventure Bliss a été beaucoup nourrie par l'énergie et le dynamisme et tout ce dispositif d'accompagnement que Ticket for Change a mis en place. Est-ce que tu l'as fait aussi ? Non, je ne l'ai pas fait, mais évidemment... Toi, tu avais tous les documents informels à disposition. Voilà, moi j'avais ma coach Ticket, si tu veux, au bout du fil. Non, mais c'est vrai qu'Adèle a été... Elle a vraiment œuvré. Je sais qu'elle n'acceptera jamais tous ces compliments, mais elle n'est pas du tout étrangère à l'acceptation de ce changement de vie que j'ai effectué. D'écouter sa petite voix intérieure et de se dire, ok, bon bah... peut-être qu'il faut que je le fasse, en fait. Ouais, c'est possible, il y a plein de gens qui le font. Et il y a plein de gens qui ils ont une énergie qui est contagieuse. Qui est communicative, vraiment contagieuse, ouais. Et donc, moi, j'étais aux premières loges pour justement tout leur lancement de programmes et toutes ces soirées auxquelles tu as on a dû faire toutes les mêmes soirées. Toutes les mêmes soirées où tu te sens vraiment faire partie d'un tout tellement enthousiasmant, tellement vibrant. Ouais, c'est des acteurs du changement, mais vraiment. Et donc, tu sors de là, mais t'es boosté. Tu te sens
capable de tout, en fait, vraiment. Et au-delà de ça, après, c'est les retours, c'est la communauté. On pourra dire ce qu'on voudra d'Instagram, mais moi, j'ai l'impression de n'avoir que le positif, en fait, de cet outil, de ce réseau social. Parce que je dis souvent que c'est mon essence, c'est mon carburant quotidien. Mais vraiment, dès que j'ai un coup de mou ou dès que je me dis, ah là là, faut encore que je sorte, c'est sortir un épisode tous les lundis, c'est quand même, tu en sais quelque chose, c'est quand même un sacré truc, hein. Et ben dès que j'ai un coup de mou, un coup de moins bien et tout, ce qui n'arrive pas souvent, mais quand j'en ai, évidemment comme tout le monde, et ben je vais puiser en fait dans cette communauté qui est tellement forte et tellement solide. Moi ça a bâti en fait vraiment le socle de ce projet Bliss Stories. Merci Clémentine, c'était très inspirant. Merci à toi. Avec plaisir. Si toi aussi qui nous écoutes, ça t'a plu, bah voilà, je te conseille tous les épisodes sur le féminisme et notamment celui de Colline Charpentier de Ta pensée sur la charge mentale où voilà, ça fait écho à beaucoup de choses forcément liées à la maternité. N'hésite pas à t'abonner et à parler de cet épisode à un ou une amie et on vous dit à la prochaine. Salut Clémentine, salut tout le monde. Ciao. Ciao.